Yo, aujourd'hui on va faire un petit peu d'éthologie, c'est l'étude du comportement du vivant. On va s'intéresser à des expériences sur des loups, sur des chiens et nous. Yo, science. What is that all about? Grâce à la génétique et depuis peu, on sait que les chiens descendent tous d'un loup ancestral. Et que ces chiens, on les a finis via une sélection artificielle décomplexée, à la limite de l'insulte envers la nature. Parfois. Bon bah voilà, curieusement, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire avec certitude sur l'origine des chiens. Pour tout le reste, ça bastonne encore sévère, et c'est loin d'être fini. Par exemple, on sait pas vraiment comment ils sont apparus. Il y a l'hypothèse naturelle, c'est-à-dire que certains groupes de loups se seraient rapprochés des humains pour profiter de leur style de vie, et auraient commencé à devenir des chiens. Et il y a l'hypothèse artificielle, en mode bourrin, nous là, on chope des loups, et on les transforme en chiens. Ou pourquoi pas un mélange des deux. On sait pas non plus d'où ils viennent, géographiquement parlant, on pense même qu'ils auraient pu popper à différents endroits du globe et de manière indépendante. Donc si on sait pas comment ni où, on sait pas non plus quand. On pourrait bien s'amuser à donner quelques dates, mais ces dates on n'arrête pas de les reculer au gré des découvertes en paléontologie et en génétique. La seule chose qu'on peut vraiment dire, c'est que l'histoire entre les chiens et les hommes est très vieille. Les chiens est la seule espèce qu'on a domestiquée avant la sédentarisation. Il y en a même qui pensent que la coopération aurait pu commencer avec Homo erectus. Mais ça, ce n'est que supposition. Du coup, les chiens, au-delà d'être nos meilleurs copains, sont surtout nos plus vieux copains. Alors très bien, ça c'est notre point de départ. On a des loups et des chiens qui sont cousins, qui se ressemblent énormément, à la différence près que nous les humains, on a une histoire très vieille avec les chiens. Du coup, les scientifiques ont voulu tester et comparer la qualité des interactions sociales qu'il pouvait y avoir entre les loups et nous, et entre les chiens et nous. On commence direct avec une première expérience. Pour la reproduire chez vous, il vous faudra de la viande, de peau, des chiens, des loups et des humains. 2 points à noter quand même, on prend pas n'importe quel loup. On prend des loups qui ont été familiarisés à la présence au quotidien des humains. Il faut pas qu'ils soient trop farouches, sinon ça va biaiser l'expérience. Et le second point, c'est que tous les animaux testés sont naïfs à l'expérience, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à réaliser la tâche qu'on va leur proposer. Donc pour motiver les chiens et les loups à l'expérience, on leur montre la boulette de viande, donc là c'est ok, ils sont chauds. À leur vue, on place cette boulette de viande dans un des 2 pots et on mélange façon bonneto. Ensuite, on pose les 2 pots au sol et on observe. Donc si tout va bien, normalement ils ont une chance sur 2 de retrouver la viande, puisqu'il n'y a que 2 choix possibles. Ensuite, on recommence l'expérience et cette fois-ci, on leur donne un indice bien grillé, un pointage du doigt. On observe et les résultats montrent que les loups ont un succès qui est supérieur à celui de la chance. Mais c'est pas fameux. Si on regarde bien ce qui se passe, on se rend compte que les loups ne sont pas très intéressés par ce que peut faire l'humain. Ils sont pas très attentifs à notre gestuelle, ce qui engendre un certain nombre de fails. Et surtout, quand on recommence cette expérience, mais cette fois-ci avec des chiens, là les scores explosent, ils sont super forts. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les chiens, sans apprentissage, sont capables d'interpréter la signification du geste, du pointage du doigt. Alors attention, ça veut surtout pas dire que les loups sont plus débiles que les chiens. C'est même plutôt le contraire quand on fait un test d'intelligence pure. Ça, c'est une autre histoire. Bref, ce qu'on en retire, c'est que les loups, apparemment, ils en ont pas grand chose à foutre de nous, et les chiens, eux, comprennent le geste. On va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Dans cette expérience, il vous faut de la viande, une corde, une cage, des chiens, des loups et des humains. Alors on attache la viande à la corde et on place le tout dans la cage. Puis on observe. Alors rien de bien foufou, assez logique, hein, les chiens comme les loups ont juste à tirer sur la corde pour récupérer la viande. On réitère l'expérience, mais cette fois-ci, on attache la corde à la cage, de sorte à ce qu'il ne soit plus possible de récupérer le bout de viande. Et là, la différence est nette. Quand les loups passent énormément de temps, c'est-à-dire plusieurs dizaines de minutes à essayer de résoudre le problème, quitte à s'agacer parfois, les chiens, eux, lâchent l'affaire au bout de quelques secondes, et ils dirigent toute leur attention envers les humains. Alors c'est plutôt marrant d'observer une telle différence de comportement, et en fait ça confirme le fait que les loups ne sont pas du tout intéressés par nous, ils ne nous considèrent pas comme une source d'informations pertinente. Tandis que les chiens, eux, font tout pour obtenir des informations qui viendraient de nous. Donc ok, les chiens passent énormément de temps à essayer de rentrer en communication avec nous, et en plus de ça, ils arrivent plutôt bien à nous lire. Mais est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que nous, en tant qu'humains, on est capable de lire les chiens? Eh bien ok, faisons une petite expérience pour voir ça. Alors ici, il nous faudra des aboiements de chiens, et 3 groupes d'humains. Alors l'idée est simple, on enregistre les aboiements d'un panel de chiens d'une même race, dans 6 situations différentes. On fait écouter tout ça à 3 groupes d'humains. Le premier groupe possède tous un chien de la race étudiée. Le second groupe possède tous un chien, mais pas de la même race. Et enfin, le dernier groupe, eux, n'ont jamais eu de chien de leur vie. Dans un premier temps, les gens doivent essayer de catégoriser les sons qu'ils entendent, doivent essayer d'associer des émotions à ces aboiements.
Et dans un second temps, essayer d'imaginer dans quelle situation réelle le chien a été enregistré. Alors comme ça, de manière tout à fait intuitive, on pourrait dire que les gens qui possèdent déjà un chien de cette race devraient être quand même beaucoup plus forts que ceux qui n'ont jamais eu de chien de leur vie. Ce qui correspondrait à un effet de l'apprentissage. Bah non. Et c'est là où c'est marrant, c'est qu'apparemment, les 3 groupes d'humains présentent des résultats équivalents et on est tous plutôt bons pour catégoriser les aboiements des chiens. Alors via une vieille copine de promo qui a travaillé avec cette équipe de recherche, j'ai pu récupérer les enregistrements originaux de l'expérience. Bah du coup je me suis testé un petit peu à l'arrache et je peux vous dire que je suis très mauvais. Et ça explique peut-être pourquoi ça a jamais été trop le grand amour entre les chiens et moi. Si je peine à les comprendre, il y a une sorte de gêne qui s'installe, ils le sentent, bon, bref, vous voyez le truc. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre ces fichiers audio, comme ça vous pourrez vous amuser à vous tester ou à tester vos amis. On est quand même sur internet, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir s'il y avait pas eu des études similaires avec des chats. Et il y a bien eu des études et apparemment ça a rien à voir avec ce qui se passe avec les chiens. C'est-à-dire que les humains qui ont l'habitude de vivre avec, qui ont des chats, sont plus forts pour catégoriser les miaulements que ceux qui n'ont pas de chat. L'histoire entre les chiens et les humains est tellement vieille qu'on pense qu'il y a eu une coévolution au niveau social entre ces deux espèces. C'est-à-dire qu'on aurait développé et fixé quelques codes sociaux en commun, du type pointage du doigt. On pense aussi que ce type de skill social ne peut apparaître que via une sélection artificielle. Alors, pas n'importe quel type de sélection artificielle, là on parle pas d'être plus beau, plus grand, plus moche, plus petit. Là, on parle d'une sélection artificielle sur la gestion des émotions. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a une étude sur des renards, on a pris des renards sauvages, et en quelques dizaines de générations, en les sélectionnant, en écartant à chaque fois les individus les plus agressifs ou les plus peureux vis-à-vis de l'homme, on obtient des renards qui sont capables de réussir au test du pointage du doigt. Et donc certains chercheurs pensent que s'il y a bien eu coévolution entre les chiens et les humains, si la sélection artificielle est nécessaire pour obtenir certains types de skills sociaux, alors on peut imaginer que la première espèce animale sélectionnée artificiellement et domestiquée par l'homme n'est autre que l'homme lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Restez, parce qu'à la fin, je vous ai mis les fichiers audio pour vous tester avec les aboiements. Enfin, n'oubliez pas que le sujet qu'on vient d'évoquer est très complexe, très vaste, et qu'on en a vu qu'une toute petite partie. Le blabla habituel, abonnez-vous, partagez, commentez, des pouces, En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et puis à bientôt.